Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter une méthode d'analyse de données single cell, la diffusion map ou carte de diffusion. L'approche single cell repose sur la séparation de chaque cellule de l'échantillon, l'amplification de leur ARN messager, le séquençage de ces ARN, pour enfin obtenir des profils d'expression pour chaque cellule. Le séquençage génère plein de fichiers contenant des reads, c'est-à-dire des séquences d'ADN étiquetées avec un barcode. Ces données brutes sont ensuite réunies en une matrice de très grande taille, qui permet d'avoir le nombre de chaque fragment d'ADN par cellule. La carte de diffusion appartient à la catégorie d'analyse de données par réduction de dimensionnalité. On passe d'un espace à de nombreuses dimensions à un espace au nombre de dimensions plus restreint par extraction des caractéristiques les plus pertinentes à conserver. Ça permet de visualiser des données sans créer de groupe à proprement parler. Ça, c'est la fonction du clustering qui regroupe les données sur la base de leur similitude. Les méthodes de réduction de données peuvent être linéaires ou bien non linéaires. Et dans les méthodes non linéaires, on peut distinguer celles qui permettent de visualiser des clusters et celles qui, en plus, apportent une information sur la relation entre les sous-structures géométriques constituant les données et les données elles-mêmes, comme notre carte de diffusion. Mais pourquoi on choisirait la carte de diffusion ? Tout d'abord parce qu'on peut l'utiliser sur des données hétérogènes, bruitées. Elle ne calcule pas une probabilité de passer d'un point A à un point B, mais toutes les probabilités de passer de A à B en un nombre d'étapes définies. De plus, elle utilise des données normalisées, ce qui permet de détecter des petites populations cellulaires. Enfin, l'avantage de la carte de diffusion est de réduire la dimension des données sans perdre la géométrie sous-jacente. Un exemple parlant est celui du Swiss roll. Les données prennent une forme enroulée, et la méthode de diffusion map va venir déplier cette structure sans perdre l'organisation locale des données. C'est extrêmement utile en biologie, notamment lorsqu'il s'agit d'étudier la différenciation cellulaire, où la question biologique n'est pas tant quels sont les groupes formés, mais quelle est la trajectoire permettant de passer d'un groupe à l'autre. C'est quoi la diffusion ? Le processus de diffusion est illustré par une marche aléatoire d'une cellule à une autre au sein du dataset, avec une probabilité associée à chaque marche. La probabilité de passer d'une cellule A à une cellule B, ou bien la connectivité entre A et B, est estimée par un kernel gaussien normalisé et reliée à la distance euclidienne entre ces deux cellules dans le dataset. On calcule le kernel pour chacune des cellules, ce qui permet de remplir une matrice, la matrice de transition. Le dataset sera considéré comme un réseau de points connectés. Voici donc la matrice de transition pour notre réseau de cellules. L'augmentation de la puissance de la matrice permettra d'élever le nombre d'étapes pour passer d'un point à un autre et de sommer toutes les probabilités de chemin possibles entre ces deux points. Ceci dit, la matrice à la puissance t avec un t élevé va sommer tous les chemins courts de haute probabilité et de longueur t, au lieu des chemins directs, ce qui permet de mieux suivre la vraie géométrie de nos données originales, comme vous le voyez dans cet exemple. Une fois la structure de données est définie, la distance de diffusion sera la nouvelle mesure de connectivité sur le manifold au lieu de l'espace euclidien. La distance de diffusion entre un point xi et xj est calculée en faisant la soustraction de la somme des probabilités des chemins entre chacun de ces deux points et le reste des points. Plus la distance de diffusion est petite, plus la probabilité d'aller de xi à xj passant par n'importe quel point xk est élevée. C'est-à-dire xi et xj sont assez proches sur le manifold. Comme la distance de diffusion est mesurée dans l'espace original des données, high dimension, il faudra trouver un équivalent de cette mesure dans le nouvel espace de diffusion. On remarque que les lignes de la matrice P représentent les vecteurs de probabilité de chaque point. En calculant la distance euclidienne entre deux vecteurs, on retombe sur la distance de diffusion. Super! De cette manière, il sera possible de représenter chaque point par son vecteur VI sur un espace de dimension réduite tout en préservant la géométrie principale des données. Cependant, le vecteur V de I est encore de taille n. Afin de réduire les dimensions, on procède à la décomposition de la matrice P en valeurs propres et en vecteurs propres. V de I se transforme en un vecteur contenant les ième éléments de chaque vecteur propre de P, multiplié par les valeurs propres correspondantes. On élimine le vecteur propre de lambda 1 car il contient des éléments égaux. Parmi toutes les valeurs propres, on pourra ne se contenter que des 2 ou 3 valeurs les plus grandes, car elles représenteront les dimensions les plus importantes, et on néglige le reste. Si 3 valeurs sont
sélectionnés, les nouveaux vecteurs seront représentés en 3D avec conservation de la distance de diffusion entre eux. L'échelle du kernel sigma est un paramètre qu'on doit bien choisir. On considère que le terme de normalisation dxi comme la quantité de points au voisinage d'un point xi. La moyenne de log de dxi est trouvée proportionnelle à la densité moyenne autour d'un point. Il se trouve donc une certaine relation entre la d moyenne et log de sigma, que vous voyez dans le schéma. Le sigma optimal, c'est le argmax de la dérivée, là où tous les points du dataset sont connectés pour la première fois. Sur cette figure sont représentées des cellules embryonnaires de souris. Les cellules sont colorées en fonction du stade de développement auquel elles ont été prélevées. Ce n'est pas la diffusion map qui a créé ces groupes. Ce qu'on peut voir sur cette figure, c'est qu'à partir des cellules du stade 16 cellules, il y a un branchement qui donne deux types cellulaires au stage 32 cellules, l'innermasse et le trophectoderme. Puis, à partir du trophectoderme, il y a encore un branchement qui donne deux types cellulaires au stade 64 cellules, l'épiblaste et l'endoderme. Ce qui est impressionnant est que la hiérarchie est très claire. On peut même y superposer un organigramme. Les résultats sont aussi bien plus ordonnés qu'avec une analyse en composantes principales où aucune trajectoire de différenciation ne peut être déduite. Ce qu'il faut retenir, c'est que les cartes de diffusion sont particulièrement intéressantes quand on cherche à visualiser des processus dynamiques, comme la différenciation. Pour faire une carte, on calcule d'abord la connectivité avec le kernel. Puis en normalisant les kernels, on va pouvoir créer une matrice de transition. Cette matrice permet à la fois de calculer la distance de diffusion entre chaque point et à la fois de réduire les dimensions en créant le nouvel espace à partir de ses premiers vecteurs propres.